Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Le saviez-vous, les femmes sont plus exposées et plus vulnérables face au dérèglement climatique. Selon le dernier rapport d'ONU Femmes, d'ici 2050, le changement climatique pourrait faire basculer jusqu'à 158 millions de femmes et de filles supplémentaires dans la pauvreté. C'est 16 millions de plus que le nombre total d'hommes et de garçons concernés. Et bien évidemment, cette inégalité ne s'arrête pas aux chiffres. Les femmes, notamment les plus âgées, sont aussi parmi les premières victimes des vagues de chaleur, des catastrophes naturelles ou encore de la précarité énergétique. En avril 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs rendu un arrêt historique. Elle a reconnu que l'inaction climatique de la Suisse violait les droits fondamentaux de ses citoyennes les plus âgées, estimant que leur santé était directement menacée par le manque d'action de l'État. Derrière cette victoire inédite se trouve un collectif de femmes, notamment représenté par Anne Marer, cofondatrice de l'association Les Aînés pour le climat. Avec d'autres militantes, elle a porté la voix de centaines de femmes devant la plus haute juridiction européenne. Dans cet épisode, Anne revient sur cette bataille judiciaire hors norme, sur les coulisses de cette victoire féministe et sur ce qu'elle change concrètement pour l'avenir de la justice climatique. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à vous. Bonjour Anne, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir au micro. Ça fait un petit moment qu'on en parle et on arrive enfin à se rencontrer ici à Genève. Donc merci infiniment. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour, je vais bien. Merci beaucoup pour votre invitation. Vous êtes très active en ce moment avec la sortie tout le temps, mais en ce moment, très sollicitée avec la sortie d'un documentaire, la sortie du livre. Est-ce que vous voulez nous raconter un peu tout ce qui se passe en ce moment, l'effervescence dans laquelle vous êtes ? Alors, il y a différentes choses. Il y a effectivement la sortie du documentaire Trop chaud, qui raconte exactement notre histoire, notre marathon judiciaire. Il y a aussi un livre qui est sorti il y a quelques mois, Le long combat des aînés pour le climat, qui raconte aussi notre histoire d'une manière extrêmement abordable, mais évidemment tout à fait stricte du point de vue événements et dates. Et puis, nous avons aussi le suivi politique, très important et très compliqué, de la mise en œuvre de notre arrêt du 9 avril 2024, où là maintenant c'est dans les mains du comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui est chargé du suivi des décisions de la Cour, quelle que soit la décision et quel que soit le pays. Et là, la Suisse continue à traîner les pieds, donne des réponses, ne répond pas à toutes les questions. Et la prochaine fois que ce sera à l'ordre du jour, ce sera mars 26 probablement. Donc la Suisse met la pression pour que cette affaire soit enterrée, qu'on classe l'affaire, que le comité des ministres classe l'affaire. Un arrêt de la Cour est contraignant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait jurisprudence. Donc il est valable pour les 46 pays du Conseil de l'Europe et au-delà, puisque cet arrêt a fait le tour du monde et il est historique. Donc on ne s'ennuie pas. On pense prendre notre retraite après la victoire à Strasbourg. Non. Et en fait, le combat ne fait presque que possible. commencer. Finalement, il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Bon, il faut quand même, quand on est un peu fatigué, parce qu'on a le droit, nous sommes âgés, hein, la moyenne d'âge de l'association c'est 74 ans, on se dit non mais on a gagné. On a gagné. Alors, les bâtons dans les roues, on connaît, surtout nous, femmes âgées, où nous avons dû lutter pour beaucoup, beaucoup de nos droits, ne serait-ce que le droit de vote en Suisse. Hein. Bah oui, On a attendu le 7 février 1971 pour avoir le droit de vote en Suisse. Donc, c'est vrai que nos parcours ont été sommés d'inégalités, quelque part. Et puis, on se réjouit que des jeunes
reprennent le flambeau, que des jeunes reprennent la relève, hein. Cette victoire, c'est aussi leur victoire puisque ça fait jurisprudence et que c'est une bouffée d'espoir et ça, ils nous le disent. Merci. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur cet arrêt, alors brièvement, mais quand même que vous nous racontiez le parcours judiciaire de l'idée jusqu'à cette décision historique d'avril 2024. Ça fait déjà 1 an et demi, ça passe tellement vite. Une décision, vous le disiez, qui a fait jurisprudence. Quelles ont été les étapes pour en arriver jusqu'à l'Europe et à cette décision européenne et finalement internationale, avec une portée internationale? Alors l'idée, elle mijotait déjà en 2015. Moi, j'étais encore au parlement, à Berne, hein, au Conseil national, parce que j'ai fait, pas mal de politique, dans ma vie, à tous les étages, tous les niveaux et elle mijotait suite à la victoire d'Urgenda aux Pays-Bas. Ça a été une victoire de citoyens et de citoyennes qui ont mené l'action judiciaire contre le gouvernement. Et la première victoire, ils l'ont eu déjà en première instance en juin 2015. Et nous, on en discutait au sein du groupe parlementaire des Verts déjà. Et Greenpeace Suisse avait vraiment cette victoire néerlandaise les avait vraiment intéressés. Et puis ça faisait un moment qu'ils se disaient, mais en Suisse, ça n'avance pas. Il faut absolument que quelque chose se passe. Et en discutant entre les parlementaires, entre Greenpeace Suisse, avec des avocates, notamment qui avaient fait un avis de droit déjà. En Suisse, c'est très compliqué, il n'y a pas de class action possible, l'entrée dans l'action judiciaire est très compliquée. Elles avaient fait un avis de droit et on est arrivé à la conclusion que pour entrer dans l'action judiciaire, il fallait trouver des personnes particulièrement vulnérables face aux grandes canicules, face à ces changements climatiques terrible. Et la conclusion est arrivée en lisant tous les rapports de l'OMS. Depuis 2003, la grande canicule de 2003, et les rapports des médecins, et les rapports de toutes les instances et des départements de la santé, que oui, les personnes âgées étaient très très vulnérables, mais les femmes en particulier. Problèmes cardiaques, problèmes cardiovasculaires, etc. Et donc, ces avocates qui avaient bien réfléchi à la chose et fait cet avis, ont dit, ben voilà, il faut que ces personnes-là se mettent en association. Et c'est comme ça, l'association et les membres de cette association qui vont mener l'action judiciaire. Et donc, Greenpeace a dit oui, on voit que nous, on n'arriverait pas en Suisse à quoi que ce soit. On va vous soutenir. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé et qu'on a créé l'association en août 2016 avec une poignée de femmes âgées et à la retraite. Et que peu à peu, on a déposé notre requête au niveau d'abord évidemment du gouvernement, puisqu'il fallait que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme ou en Suisse, il fallait vraiment que toutes les étapes se fassent. Et donc, le gouvernement qui a botté en touche, qui n'est jamais entré sur le fond. Ensuite, un premier tribunal, le tribunal administratif fédéral, qui est à Saint-Gall, qui a botté en touche, qui devait renvoyer la copie au gouvernement, ne l'a pas fait, avec des arguments, mais vraiment affligeants. Et puis, on est encore allé jusqu'au tribunal fédéral, qui est un peu notre Cour suprême, enfin, qui est vraiment le tribunal aussi censé voir que les droits fondamentaux sont bien appliqués en Suisse. Là, les arguments ont été encore plus affligeants, que on n'était pas encore aux 2 degrés, qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures, que c'était une histoire à moyen et long terme. Vous imaginez le changement climatique, que des juges puissent avoir ce genre d'argument, puis que finalement, quand tout ça se passera, ben, elles seront plus de ce monde. En gros, c'est ça. Ouais, donc Et là, on ne sait un pas. certain agisme aussi, Oui, en oui, tout oui, cas une oui. Oui, oui, discrimination. oui. Il y a vraiment eu, oui, il y a eu, et il faut reprendre ne serait-ce que le communiqué de presse du tribunal fédéral où il y a des choses et c'est des arguments qui ont vraiment été, et ça a été très, très bien repris lors de notre audience par une des avocates et ça a absolument scotché tout le monde parce que c'était vraiment énorme, énorme. Et alors là, on s'est dit, ben, on a encore une étape en Suisse, hein, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, puisque nous faisons partie du Conseil de l'Europe et non pas de l'Union européenne. Et donc, on y est allé en se disant, ben, on va amener pour la première fois le climat, les droits fondamentaux, droit à la santé, droit à la vie, etc.,
Et la Cour, elle, n'a pas attendu, comme nos tribunaux et notre gouvernement, 18 mois pour nous répondre, nous a répondu très rapidement dès 2021, c'était 2020, dès 2021, votre requête est prioritaire. Alors déjà, rien que cette réponse nous a vraiment encouragés. Bien sûr. Et la Cour a dit, ben voilà, sur l'article 2, sur l'article 8, enfin, vous êtes pris de répondre avec des délais. Et ces délais, on doit les tenir, il n'y a pas de prolongation possible, même si on s'appelle la Suisse. Et il y a eu aussi l'apport tout à fait exceptionnel de ce qu'on appelle des observateurs et des tiers intervenants, qui sont des scientifiques, qui sont des spécialistes, qui n'ont rien à voir avec notre procédure, mais qui peuvent envoyer à la Cour leurs observations. Ça se passe pour tout à la Cour. Alors la Cour accepte pas. Elle en a accepté énormément. Et on voit en lisant l'arrêt qu'elle s'est beaucoup appuyée aussi sur Ce travail. ces observations, ce travail de scientifiques. Et les juges de la Cour ont écouté les scientifiques. Clairement, ils ont relu les rapports du GIEC. Ils ont repris l'accord de Paris. Ce que le politique ne fait pas. Le politique n'écoute pas les scientifiques. Et là, ça a continué évidemment à ouvrir des perspectives jusqu'au moment où la Cour nous a dit, eh bien, votre requête va être envoyée à la grande chambre de la Cour, ce qui est encore un pas supplémentaire très, très important, puisque la grande chambre de la Cour ne traite que des affaires compliquées, importantes. Alors là, évidemment, de nouveau échange d'écriture, etc., jusqu'au moment où ils nous ont écrit, début 23, eh bien, votre audience publique aura lieu le 29 mars 2023. Alors là, les tensions, les émotions sont montées encore d'un cran, jusqu'au jour où on a pris le train pour Strasbourg pour aller à cette audience, où là, il y avait déjà les médias du monde entier, puisque c'était une première. Et voilà, et ça, c'était vraiment tout à fait extraordinaire, quoi. Face à 17 juges, enfin voilà, c'est une fois dans sa vie, quoi. Bien sûr, et puis c'est un combat qui a duré, alors qui n'est pas terminé, on l'a dit en préambule, mais qui a duré quand même pendant 8 ans de bataille judiciaire, quand on sait à quel point c'est éreintant, c'est éprouvant, et il faut rechercher de nouveaux arguments et essayer de pas baisser les bras, parce que c'est aussi ça, la machine judiciaire. C'est aussi un rouleau compresseur face à une petite association, une petite structure en tout cas. Oui, alors maintenant, on est plus de 3000 membres, et puis c'est vraiment une histoire d'équipe. Voilà, ça, il faut le dire et le redire, c'est une histoire d'équipe. Un comité très fort un comité suisse, hein, c'est au niveau suisse que ça se passe. Un comité très fort, des membres très, très actifs, très, très dynamiques, une équipe juridique exceptionnelle, et puis maintenant, enfin, de plus en plus de membres, et maintenant plus de 3200 membres, et des membres soutiens et des soutiens de partout, plus le soutien de Greenpeace, qui est resté vraiment très, très présent avec son spécialiste climat, Georg Klinger. Et voilà, c'est ça qui est aussi très... Et puis, c'est toutes ces rencontres qu'on a faites, parce qu'on a été sollicités de partout. Et des jeunes, des moins jeunes, des tables rondes, des événements au-delà des frontières. Alors souvent par visioconférence, hein, parce que ça a été en Corée du Sud, ça a été, enfin, partout. Et ça aussi, ça permet de tenir, ça motive, on reçoit de l'énergie, beaucoup. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, c'est un immense réseau finalement. Moi, ce que je trouve magnifique dans ce combat que vous avez mené, il y a 2 dimensions. Il y a évidemment celle de voir des aînés s'emparer de ces sujets climatiques. Ça fait du bien quand, comme moi et comme plein d'autres, on est militantes depuis des années. Ça fait du bien de voir aussi des personnes plus âgées s'emparer de ces questions-là, nous aider, nous accompagner. Et puis, il y a cette dimension de sororité, d'équipe, vous le disiez, d'entraide, qui est quand même fondamentale dans ce projet. Et je trouve que au regard de ces 2 aspects, votre combat, il est vraiment singulier et il est vraiment inspirant. Vraiment, vraiment. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi vrai que de par notre grand âge, nous sommes pour beaucoup des militantes de longue date. Mais qui n'étaient pas forcément fédérées ensemble.
pas forcément dans l'environnement, pas Mmh. forcément. Moi, oui, depuis des décennies et des décennies. Donc c'est aussi ça qui a fait que je me suis dit, je peux pas prendre ma retraite. Là, quand j'ai quitté le Parlement à Berne, je me suis dit: «Non, non», mais quand un de mes anciens collègues m'a dit: «Ah bah, tu sais, tu te souviens, tu veux pas faire la coprésidente?» Je me suis dit: «Ben, je peux pas arrêter, c'est pas possible». Et voilà, mais c'est vrai que nous sommes, pour beaucoup, on nous a aussi souvent dit: «Oui, mais vous êtes justement celles qui nous laissent la planète dans cet état, les 30 glorieuses, le tout à la voiture, au pétrole, à la consommation excessive et cetera». Je crois pas qu'aujourd'hui ça soit beaucoup mieux, malheureusement. Oui, mais on prend nos responsabilités et puis souvent ça c'est des jeunes, je me souviens à l'université de Lausanne qui m'avaient fait ces remarques: «Mais enfant, vous êtes égoïste» et ça. Je dis: «Attendez, attendez, on se calme, je vous raconte l'histoire» et on n'était pas toutes à mettre dans le même panier parce Mais que bien sûr. figurez-vous que nous sommes très nombreuses à avoir, voilà, milité depuis très longtemps parce qu'on sait depuis très longtemps ce vers quoi on va. Oui et puis l'éveil des consciences a aussi, selon les personnes, eu lieu plus ou moins tôt, plus ou moins tard et moi je suis plutôt justement assez partisane de l'idée de se dire qu'on a tous, une marge, de progression et que si on s'empare de ces sujets-là, peu importe notre âge, notre C'est passé, ça. c'est déjà super, positif donc plutôt tendance à voir le verre, à moitié plein. Alors vraiment, vraiment. Ce que vous dites et vous l'avez, déjà, évoqué, mais c'est que vraiment ce jugement et cette décision de 2024, elle dépasse les frontières de la Suisse, bien évidemment et c'est un message d'espoir, c'est un message aussi, qui va permettre aux générations futures de s'emparer de cette décision. Est-ce que vous pouvez nous raconter, est-ce que vous avez déjà des exemples un peu concrets d'actions qui ont été, entrepris depuis? Alors peut-être, bah, j'ai réc tout récemment pas eu de nouvelles, mais j'en ai eu il y a pas longtemps. Les 6 jeunes Portugais, dont peut-être vous avez entendu parler, qui étaient avec nous à la cour aussi, à la grande chambre, que nous connaissons bien, que nous avons suivis et en solidarité, nous avions été aussi à leur audience en septembre 23. Hem Probablement maintenant, alors ils ont été déboutés, pas parce que sur le fond c'était exactement comme nous, ouais, qu'ils ont été traumatisés par des incendies effrayants à côté de chez eux et cet été ça a recommencé d'une manière dramatique et de nouveau ils sont traumatisés une fois de plus et il y a une ONG au Portugal, qui se dit qu'ils vont se lancer et que sur les 6, il y en a peut-être 4 je crois, parce qu'ils sont encore très jeunes, ils sont en formation, ils doivent, voilà, qui serait prêt à y aller et donc à se saisir de cet arrêt et à dire: «OK, maintenant le Portugal, please, on y va» et autrement, récemment non. Cela dit, il y a plusieurs pays européens qui ont déjà il y a les Pays-Bas dont j'ai parlé, mais en Allemagne, il y a eu un jugement aussi, à haut niveau où c'est le pays qui a été condamné, donc ils n'ont pas eu besoin d'aller et puis en Belgique aussi. Donc il y a déjà des pays européens qui n'ont pas eu besoin d'aller parce que là, ils ont eu des juges Mmh. courageux. Et en Suisse, on n'a pas trouvé de juges courageux. Mmh. Voilà pourquoi on est allé jusqu'à la cour. Ouais, oui et puis on sait aussi que le temps judiciaire n'est pas le temps du climat, n'est pas le temps des enjeux auxquels on est confronté. Et malheureusement, la machine judiciaire est très lente et donc je pense notamment à ces jeunes au Portugal où, quand bien même ils intenteraient une nouvelle action, on sait que, Non et puis le le temps potentiel politique, n'en jugement parlons pas et le exactement. temps politique, n'en parlons pas. Bon, Exactement et c'est donc là, il y a une vraie dissonance finalement entre les urgences absolument, climatiques, auxquelles on est confronté au quotidien absolument. et les prises de décision de nos politiques qui, semblent être un peu, au ralenti et ça pour le coup, c'est un constat qu'on Alors partage ça, partout. c'est plus que le ralenti, pour certains, c'est le retour en arrière. Oui, oui, oui. C'est terrifiant. Est-ce que pour vous justement, de ce point de vue-là, ça génère une frustration, un sentiment de découragement de se dire: «Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait et maintenant c'est finalement au pays, à la Suisse, de suivre cette décision et le combat continue. Il faut encore les rappeler à l'ordre parce que finalement, c'est comme si ce jugement ne suffisait pas». Est-ce que ça, c'est décourageant? Je sais pas, en tout cas, quel est votre sentiment? Alors, c'est vrai que, suite aux premières réactions, hein, juste après notre arrêt, Ouais. premières réactions politiques en Suisse, elles ont été effectivement, violentes, hein et et
et inhabituel parce que Oui. ça serait la première fois qu'en Suisse, en 50 ans, en plus de 50 ans, puisqu'on a adhéré, ouais, ça fait 51 ans maintenant à la Convention, qu'on n'appliquerait pas une décision de la Cour. On n'a pas été condamné 10 000 fois, mais Mais les quand même. fois où ça l'a été, on a mis en œuvre, en traînant les pieds, en râlant, enfin comme beaucoup de pays d'ailleurs, mais on l'a fait et ça serait la première fois. Et c'est vrai que les réactions ont été d'une violence, ces déclarations qui ont été faites au Parlement disant au gouvernement: «N'appliquez pas cet arrêt», ça nous a estomaqués, il faut le reconnaître et on était à la à la tribune du Parlement, pour le Conseil national et on a eu un défilé de parlementaires, plutôt de droite, de très, très à droite, qui nous ont même, désignés à la tribune d'une manière, mais vraiment, totalement discriminante. «Ah, ces boomeuses», en nous montrant à la tribune, parce que bon, certains collègues probablement m'ont reconnu, mais on voyait bien que c'était nous, le comité qui était là à la tribune et enfin vraiment certains, mais et ça a duré et avec des arguments incroyables quoi, incroyables. Dans les 2 chambres, hein, que ce soit au Conseil des États ou au Conseil national, ça nous a beaucoup, choqués. Après évidemment, on a mis tous nos espoirs dans le comité des ministres, hein, mais il faut bien savoir que le comité des ministres, c'est totalement politique. Donc ce sont les ministres des Affaires extérieures, hein, des Affaires étrangères ou les ambassadeurs qui les représentent. Ouais. Et ces 46 pays se disent: «Ah ouais, mais c'est que dans mon pays, c'est pas top, donc ça pourrait aussi m'arriver que Mmh. cet arrêt soit repré», donc je pense que tout ça, ça joue évidemment et qu'ils sont assez modérés dans leur prise de position. En mars, c'était assez clair: «Non, faut revoir la copie, il y a toujours pas de Mmh. budget carbone». Puis là, en septembre, c'était plus cool. C'était plus cool, mais quand même, c'était pas parfait. Notamment au niveau des tribunaux. Au niveau des tribunaux suisses, puisqu'on a été les tribunaux ont été condamnés à l'unanimité des juges, hein, article 6, pas eu droit à un procès équitable. Ça, c'est très fort quand même, C'est hein. très fort, à l'unanimité, pas eu droit. Cet article 6, de la convention, il est très, très Mmh. important et donc là, les tribunaux, ils sont en train, ouais, normalement, ils devraient, aussi rendre une copie en disant et surtout qu'il y a d'autres affaires qui sont au niveau des tribunaux suisses maintenant, notamment, d'agriculteurs, de viticulteurs, de gens de la terre, qui sont au niveau, du tribunal administratif fédéral et je pense que là, ils doivent réfléchir en disant: «Ah ah, oui, c'est vrai que les aînés, on les a pas écoutés, mais peut-être que ceux-là, il faut qu'on Mmh. les écoute et qu'on donne une réponse sur le fond». Bien sûr. Donc ça, c'est très, très important. Alors voilà, on va voir en mars, 26. En tout cas, pendant une année, le comité des ministres ne peut pas classer une affaire. Ouais. Alors voilà, donc mais c'est vrai qu'on a été choqués quand même, ouais, ouais, on a été choqués, non seulement par les termes employés par certains, mais par cette prise de position politique, qui plus est partie d'un sénateur du Conseil des États, socialiste, professeur de droit, qui a rédigé cette déclaration en disant: «Bien sûr, la convention, c'est très important, la cour, c'est très important, mais il faut un peu la recadrer quand même, hein, parce que là, ils ont fait de l'activisme, hein, les juges, hein. Ah, ça va pas du tout, ça va pas du tout. La séparation des pouvoirs, l'état de Mmh. droit». Ça, c'est terrifiant et je vois qu'on est confronté aux mêmes, problématiques, d'un pays à l'autre, Mais un malheureusement peu partout maintenant, et oui, un la peu remise en partout, question de la justice et des magistrats et des juges, moi, ça me fait très, très peur, hein, mmh. ça me fait très, très peur. Surtout que toute notre législation, elle est basée sur, la législation de la Cour, enfin sur toutes les jurisprudences, Mais sur la justice internationale, enfin je veux dire, bien sûr et puis quand on sait à quel point il est, compliqué, laborieux, d'en d'intenter une action en justice, de s'appuyer sur des textes, de travailler autour de ces textes, il est impossible de faire de l'activisme sans fondement juridique et c'est pas de l'activisme, c'est simplement que vous avez suivi les textes et vous avez apporté les preuves permettant de défendre c'est une ça, situation. Mais ça, c'est ça. il faut Alors avoir, je pense, lu, quelques textes et quelques arrêts pour comprendre de quoi on et parle. cet arrêt, il est vraiment incroyablement, d'abord abordable, je trouve. Bon, il est très long, hein, plus de 300 pages, mais il met le doigt sur tellement de choses et notamment il parle
tellement bien des générations qui viennent. Il met le doigt vraiment en disant, bon, alors si vous faites pas dans les 5 ans qui viennent, vraiment un changement de paradigme total, le fardeau sera pour ceux qui viendront. Bien sûr. Et il parle beaucoup de l'intergénérationnel, hein, et de notre responsabilité. Il en parle vraiment très, très bien. J'ai prévu d'en lire des extraits Oui, alors vraiment, il y a dans des l'épisode, parce qu'il y a paragraphes, des paragraphes qui sont... mais vraiment chapeau les juges. et puis qui sont finalement très accessibles. Oui, moi je trouve. Et moi, je l'ai vu comme un outil dont tout le monde peut s'emparer, parce qu'il n'y a pas besoin d'être ni avocat, C'est ni ça, juriste pour le décrypter et le comprendre. c'est ça. Et ça, vraiment, c'est la magie, je trouve, de ce jugement et du travail qui a été fait par les juges. Et peut-être d'une volonté, effectivement, de se dire, en fait, là, l'urgence, elle est là. Et donc, aujourd'hui, on va simplifier, on va remettre un jugement, alors qui est long, certes, mais qui est clair, qui est intelligible, pour que tout le monde puisse s'en emparer et qu'ensuite d'autres actions puissent être intentées Ça, aussi, mais parce il que le c'est dit, l'enjeu. c'est ça. La protection du climat est un Mais droit bien sûr. humain, c'est noir sur blanc. Et l'article 8, bien sûr qu'ils l'ont fait évoluer, mais ce que disait un ancien juge suisse de la Cour, un juge magnifique, qui dit, mais il y a 50 ans et plus, bien entendu, on n'en était pas à parler à la Cour du climat et des problèmes climatiques, mais c'est un outil, qui évolue, qui avec le temps, avec ce qui se passe, et cet outil il évolue. Et cet article 8 tel qu'ils l'ont fait évoluer, et il est très très fort. Mmh. Et ils reconnaissent les atteintes graves, etc. Donc voilà. On en est là, mais je vois que les aînés pour le climat ne baissent pas les bras, et c'est le principal. On l'a compris, pour l'instant, on n'a pas observé de réels changements, en tout cas dans les politiques climatiques suisses, hein. Ça rétropédale un petit peu comme partout, et c'est une tendance, pour le coup, internationale, malheureusement. Vous avez beaucoup évoqué les femmes dans ce combat politique. Vous l'avez dit, tout est parti de là, avec ces constats que les femmes étaient davantage victimes du dérèglement climatique. Alors ça vaut dans nos pays riches et développés, mais ça vaut aussi et surtout dans les pays en développement, dans les pays du Sud, où les femmes sont vraiment beaucoup plus exposées que les hommes au dérèglement climatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, oui, ça c'est très très important effectivement, parce que dans les pays du Sud, d'abord d'une manière générale, ils ont tellement moins contribué, hein, aux émissions et à la catastrophe. Ils subissent plus que tout le monde. Et bien entendu, dans ces pays du Sud, eh bien, les femmes sont en première ligne, parce que les femmes ont sur les épaules la famille, la recherche de l'eau, souvent l'agriculture, hein. Elles sont beaucoup à être agricultrices, et elles doivent aussi travailler souvent en plus. Et elles subissent toutes ces conditions plus que n'importe qui, et elles sont parfaitement conscientes que aussi pour leurs enfants, qui subissent bien entendu, notamment les petits. Et donc ces femmes sont en première ligne absolument. Et ça, nous en sommes bien conscientes, et nous ne pouvons que poursuivre, nous les privilégiés quelque part, nous Bien les sûr. privilégiés, qui pouvons dénoncer et qui pouvons aller jusqu'à la cour, pour que dans les pays du Sud, là où les femmes sont les moins privilégiées, les choses changent. Et il y a des femmes exceptionnelles, hein, dans ces pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, et des jeunes aussi, des très jeunes femmes qui sont très très impliquées, mais c'est tellement plus difficile pour elles de se faire entendre, et puis ce qu'elles subissent, n'en parlons pas. Et puis de se faire entendre, d'avoir la place dans les médias, et finalement vous élevez vos voix aussi Bien sûr. pour elles, bien évidemment. Est-ce que vous, il y a certains combats qui ont été menés par des femmes qui vous ont particulièrement inspiré? On en connaît certains, hein, bien sûr, Vandana Shiva notamment, qui est une femme incroyable et qui a mené beaucoup de combats. Est-ce qu'il y a d'autres combats qui vous ont inspiré? Bon, elle vient de s'en aller, Jane Goodall, mais c'était pas seulement, bien sûr, c'était les chimpanzés et tout le travail qu'elle a fait, mais d'une manière générale, pour l'environnement, mais vraiment d'une manière tout à fait exceptionnelle.
Carlson aussi, Le Printemps silencieux, ça fait aussi longtemps. Ah oui, puis il y avait aussi Brundtland, comment elle s'appelait? Gro Harlem Brundtland, c'est elle qui a la première défini le développement durable, qui est devenu un mot qui vaut plus rien dire là maintenant parce qu'on à tort à travers et voilà. Mais c'était vraiment n'utiliser que ce dont on a besoin pour laisser aux générations qui viennent. En gros, c'était ça la définition. C'était une grande dame, hein, elle était norvégienne ou danoise ou suédoise peut-être. Et puis Wanganari Mutta Maathai aussi, une grande dame africaine extraordinaire. Enfin, j'en ai plein. Et puis dans les jeunes maintenant, hein, que j'ai l'occasion de rencontrer aussi, qui sont tellement aussi investis. Mais oui, par le passé, beaucoup. Oui, beaucoup. Et ces combats finalement de féminisme et d'écologie ont toujours été très liés et le sont aujourd'hui. En tout cas, les femmes ont eu besoin, comme vous le disiez, parce qu'elles sont souvent les premières victimes, de faire entendre leur voix, de se mobiliser et de se battre pour protéger le vivant. Et je vous rejoins sur toutes ces femmes que vous avez citées. Et malheureusement, Jane Goodall nous a quittés il y a quelques jours et elle laisse beaucoup, un grand héritage pour le monde vivant. Donc merci à elle. On va bientôt conclure cet épisode avec, alors malheureusement, quelques statistiques assez peu réjouissantes, puisque en préparant l'interview et en préparant notre échange, eh bien forcément, j'ai reparcouru un peu la presse suisse, les actualités aussi. Vous avez là récemment de nouvelles statistiques qui sont tombées à propos de vos glaciers en Suisse, qui sont pas très bonnes, pas très réjouissantes. Alors ça n'étonnera personne, hein, mais en 10 ans, les glaciers suisses ont perdu un quart de leur volume, c'est quand même considérable. On considère aussi, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet que je mettrai en source dans l'épisode, que plus de 1000 petits glaciers suisses ont d'ores et déjà disparu, ils se sont éteints, ils ne sont plus là. Que ressentez-vous, vous, en tant que Suisse, face à cette disparition, face à ces disparitions même? Une immense inquiétude et nous avons participé à des hommages aux glaciers. Nous sommes allés faire des hommages aux glaciers. J'ai 2 collègues dans le comité qui sont aussi des randonneuses et des expertes en randonnée montagne qui sont allées aussi. On voit très bien ça apparaît magnifiquement dans le documentaire, magnifiquement. Et on est immensément inquiète. C'est soi-disant le château d'eau de l'Europe, hein, la Suisse. Mais quand tout aura fondu, quand il y aura plus rien, il y a de grands fleuves qui prennent leur source en Suisse et c'est extrêmement inquiétant. Et c'est là où on se dit mais que nos autorités, qui pourtant reçoivent aussi tous ces rapports, qui viennent d'ailleurs souvent de la Confédération et des départements concernés. Bien sûr. C'est absolument dramatique. On a fait plusieurs manifestations au niveau des glaciers. On est même allé mettre, ça apparaît aussi dans nos photos, mais aussi dans le film, on a été mettre un immense sparadrap à 3000 mètres d'altitude entre 2 glaciers pour montrer à quel point c'est absolument dramatique et gravissime et qu'on est, nous, déjà bien au-dessus des 2 degrés en termes de réchauffement en Suisse. Pays alpin extrêmement impacté, plus que d'autres encore. Et l'Europe est particulièrement impactée. En plus, j'entendais l'autre jour de scientifiques qui disaient que l'Europe est particulièrement impactée par ce réchauffement dramatique. Et nous, encore plus dans ces régions alpines où on y est confronté 2 fois, voire 2 fois et demi plus. Ouais. Pour terminer, et parce que j'aime bien que les épisodes se terminent toujours avec un petit mot d'espoir, quel est le message aujourd'hui que vous faites passer aux jeunes générations? Vous avez l'occasion de les côtoyer, vous croyez beaucoup, tout comme moi, à l'intergénérationnel, à la dimension très importante de ces combats et de les mener ensemble aussi. Quel est le message que vous leur faites passer? Vous disiez, elles sont parfois désabusées, découragées, peut-être quelque part aussi désinvesties parce que tout le reste du monde semble encore dans ce déni. Absolument. Alors, c'est sûr que la société civile doit rester mobilisée. Je pense qu'elle a un immense pouvoir. En tant que consommateurs et consommatrices, nous avons un immense pouvoir. Et la société civile doit rester mobilisée et puis s'associer, faire équipe, ne pas rester seul. Et puis s'intéresser à la politique, ça veut pas dire faire de la politique, mais s'intéresser à la politique
aller voter. Si on veut renverser la table, il faut aller voter. Pour moi, c'est tellement important. Moi qui n'avais pas le droit de vote à 20 ans, je sais ce que ça veut dire que d'aller voter, c'est un privilège, sans risque pour notre liberté, chez nous. Alors que d'autres sont emprisonnés parce qu'ils veulent donner leur avis. Et puis, si on ne s'intéresse pas à la politique, de toute façon, la politique, elle s'intéresse à vous. Donc, voilà. Et puis, ouais, ne pas rester seul. Ne pas rester seul en tant que consommatrice, consommateur, boycotter tout ce qui est à la fois néfaste pour nous, pour notre santé, pour le climat, et puis aussi pour les personnes qui produisent et qui souvent mettent leur santé en danger. Puis faire appel à des avocates et avocats spécialistes en la matière, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. Chez nous, en tout cas, on a une association maintenant des avocats pour le climat en Suisse qui font un boulot extraordinaire. Voilà, ne pas Génial. rester seul. Merci infiniment pour cet échange. C'était un grand plaisir de vous rencontrer. Je rappelle évidemment que votre documentaire Trop chaud, les aînés pour le climat contre la Suisse est sorti. Je mettrai les liens si j'en trouve pour les projections, etc. Et puis peut-être qu'on pourra aussi le visionner en ligne pour celles et ceux qui nous écoutent de très loin. Alors oui, ça sera dès avril 2026. Il sera en ligne et sera disponible. Super. Eh ben, je mettrai bien tout ça et j'actualiserai l'épisode en conséquence. Merci infiniment Anne et puis à bientôt. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.